Vous allez vous lever pour les autres. Vous allez faire du bruit. Vous allez accueillir dans quelques instants celui qui porte avec constance dans le débat public le revenu universel d'existence, l'attaque sur les robots, la transition écologique, la 6e République, celui qui a pris ses responsabilités pour l'Europe, pour que l'espoir revienne. Chers amis, du bruit et encore plus de bruit pour Benoît Hamon. Merci beaucoup. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui ou pour un non. Considérez si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y, chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Tout était écrit, tout figurait sous nos yeux depuis des décennies dans ce poème écrit par Primo Levi. Si notre maison commune, le civisme, l'altruisme, les piliers de notre société s'écroulent, si notre jeunesse se détourne de nous et du monde invivable que nous lui préparons, si demain la peste s'abat sur la République, ce sera parce que nous avons oublié collectivement notre humanité, au point que des millions de femmes et d'hommes ont perdu l'espoir. Je choisis délibérément de parler au futur et pas au présent, car je le désire comme vous, de contrarier les fléaux qui s'annoncent et de percer le ciel noir au-dessus de nos têtes, de la lumière de notre confiance invincible en l'humanité et de l'intensité de nos valeurs fraternelles. Mais cela n'empêche pas la lucidité. Nos sociétés se sont déshumanisées et la France est en ce moment même éclatée. Éclatement territorial entre sanctuaires de riches et ghettos de pauvres, entre centre-ville, banlieue, périphérie et monde rural. Ségrégation scolaire dès la naissance, puis à vie entre diplômés et non diplômés, triés, jetés par Parcoursup comme on sélectionne les bêtes à la foire. Apartheid social entre les plus riches, les travailleurs précaires qui ont peur du déclassement et ceux qui ont déjà décroché socialement. Et chaque jour, la vague montante de l'homophobie, du racisme, de l'antisémitisme, de la haine des musulmans. Cette société éclatée ne peut produire que de la violence. Alors jusqu'à quel degré d'éclatement? Quel niveau de violence sociale, politique, verbale puis physique accepterons-nous de laisser dériver la France? La République doit retrouver de la dignité. La démocratie doit retrouver de la sérénité. Et ce président, qui a toujours le mépris aux lèvres,
le prétentieux de la République, doit enfin comprendre, lui qui se trouve trop intelligent pour ce peuple, à qui il préfère donner de la communication et des leçons plutôt que de la justice, il doit comprendre. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas sa passion de l'argent, des winners, son culte de la compétition qui réenchantera la politique. Ce que les citoyens demandent n'a pas de prix, ne s'achète ni ne se vend. Cela s'appelle le respect. Et puisque je parle de violence et de respect, je le dis parce que c'est ma conviction profonde et un mal de notre époque, je n'accepte pas la façon dont sont traités les journalistes dans notre pays. Les pressions des puissants d'une part, les insultes dans la rue et les huées dans les meetings politiques, tout cela montre à quel point notre démocratie est malade. Et nous porterons, au niveau européen et national, une législation de protection des journalistes, mais aussi des lanceurs d'alerte, pour que plus un seul d'entre eux ne subisse ou le poids des actionnaires ou ne soit physiquement menacé lorsqu'il fait simplement son travail. Je veux le dire avec fermeté, on peut parfaitement critiquer le travail de la presse, c'est le débat démocratique. On a le droit de ne pas aimer un journaliste ou un papier, c'est possible. Mais j'avertis la classe politique qui souffre sur les braises. Ne touchez pas aux journalistes au nom du fait qu'ils sont journalistes. Laissez-leur faire librement leur travail d'information. Car leur liberté, c'est la nôtre. Surtout, et je veux insister sur ce point, la violence se propage quand le monde décrit, dépeint dans les discours des élites économiques, n'a plus aucun rapport, plus aucun lien avec le réel de la vie des citoyens. Dans leurs discours, écoutez-les, le malheur lui-même devient acceptable parce qu'il est virtuel. Nous sommes chaque jour confrontés à des chiffres si grands dans leurs discours qu'ils finissent par nous écraser. 1% des hommes détient 80% de la richesse mondiale. 2000 milliards de dettes financières en France, pourtant 80 milliards d'évasion fiscale par an. Éric Pliez le disait tout à l'heure, 120 millions de pauvres en Europe. 400 000 morts dans l'Union européenne à cause de la pollution de l'air. 12 millions de Français en précarité énergétique. Je pourrais égrener des chiffres tout aussi fous, gros, impressionnants que cela. Mais dans leur bouche, ces chiffres ne sont pas des faits. Il n'y a aucune personne derrière ces chiffres. Il n'y a aucun drame. Ils ne sont pas réels, et d'ailleurs ce sont désormais des chaînes qui nous entravent, des murs qui nous enferment, et nous donnent à penser que nous n'avons plus aucune prise sur notre propre réalité, ni sur notre destin individuel ou collectif. Alors à quoi sert la politique si ce sont les chiffres qui gouvernent, se demandent à juste titre des millions de nos concitoyens en France et en Europe. Et pour cause, lorsque Galilée mathématisa le monde à la Renaissance, il pensait quoi ? Donner des outils à l'humanité pour comprendre ce monde et maîtriser sa vie. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les sachants, les experts, ceux qui devraient donner des clés de compréhension aux citoyens, les lui confisquent pour lui confisquer quoi ? Ce qu'il y a de plus précieux, le pouvoir démocratique. La technostructure, en France et en Europe, alliée aux grands intérêts économiques, dans une même caste de nouveaux oligarques, ce que Jamie Galbraith appelait l'État prédateur. Ceux-là ont décidé de voler le savoir pour capter quoi ? Le pouvoir qui devrait revenir aux citoyens.
Prométhée avait volé le feu aux hommes pour le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Jupiter, lui, est le symbole de cette petite énarchie qui ne travaille que pour une toute petite élite désormais. Alors, quel est le contraire de la connaissance? Quel est le contraire de la connaissance? Ce n'est pas l'ignorance, c'est la certitude. La certitude de tous ces gens sérieux qui nous expliquent tranquillement, doctement, que 3% de déficit public sont plus dangereux pour nos existences que 2 degrés supplémentaires pour la planète. Ces experts économiques qui, quand des milliers de chercheurs scientifiques démontrent que l'humanité risque de s'éteindre, nous expliquent qu'il faut d'abord gérer la dette financière. D'abord la dette financière. Le climat, on verra après. Et qui ne comprennent pas que, pour savoir si ce monde sera encore vivable demain, nous préférons tout simplement consulter un thermomètre plutôt que ces brillants astrologues qui n'ont su prédire aucune des crises qu'ils ont provoquées eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, sans discussion possible et sans attendre, l'Europe doit décréter l'exception climatique pour tous les investissements publics consacrés à la transition écologique. Je défendais déjà cette proposition lors de l'élection présidentielle, mais le système totalement hermétique au sommet des institutions européennes comme françaises nous a encore fait perdre 2 ans sur ce terrain-là. Ce système, c'est le système technicien dont parlait Jacques Ellul il y a déjà 40 ans. Un système sans autre perspective que sa propre croissance. Produire plus, consommer plus, détruire plus. Un système qui aliène l'homme et la nature, sans aucune considération du bien-être des citoyens, sans aucun contrôle démocratique de leur part, sur lequel même les plus fameux experts n'ont plus de prise, un monde chiffré, bientôt livré aux algorithmes, que plus personne ne comprend. Alors dans ce monde, comment ne pas voir, comment ne pas comprendre que beaucoup de citoyens soient perdus, perdus dans des vies éclatées, perdus mais pas dupes du tout, parce que chacun pressent, expérimente déjà que derrière les algorithmes de la finance internationale, il y a l'ubérisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'ubérisation? L'appauvrissement extrêmement concret de nos vies, de nos métiers, de nos emplois. Et puisque des gens sérieux aiment les chiffres, nous allons leur en donner pour illustrer justement cet appauvrissement. Parce que oui, et citons-les et nommons-les, name and shame, comme on dit aux États-Unis. Derrière les profits titanesques d'Amazon, il y a quoi? Il y a l'ouvrier en burn-out transformé en robot ou en esclave. Mais pas besoin d'aller chercher une entreprise américaine. Vous connaissez la banque du monde qui change? La jolie petite banque verte qui vante le positive banking. 12 milliards d'euros investis dans les énergies fossiles dont le charbon. C'est-à-dire autant de forêts, d'espèces végétales, animales qui disparaissent. Autant de degrés de plus pour le réchauffement climatique. Merci BNP Paribas. Et si vous voulez redistribuer la richesse, il y a une petite idée parmi beaucoup à M. Macron, pour M. Macron, si tant est qu'il ait encore les oreilles que ne lui ont pas encore apporté la maternité Leblanc. Mais on va essayer quand même. Une petite idée. Ce que nous nous proposons, c'est simple. Ou interdisez aux banques françaises d'investir dans les énergies fossiles, ou taxez 100% des gains des intérêts qu'elles perçoivent en contrepartie de ces investissements. Et vous verrez que ça changera. Faites-le. Alors oui,
Derrière les 50 000 postes de fonctionnaires supprimés par M. Macron, il y a qui? Il y a quoi? Il y a l'infirmière qui doit faire 20 heures de garde et changer 80 patients toute seule. Il y a aussi l'enfant de Seine-Saint-Denis qui, du primaire à la terminale, retenez bien ce chiffre, passera au total une année entière de sa jeune vie sans professeur à cause du manque d'effectifs. Oui, derrière les milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, il y a l'étudiant qui perd les APL, le retraité qui paye de la CSG en plus, le travailleur qui perd sa ligne de chemin de fer et en même temps voit son carburant augmenter. Alors ce président kérosène qui préfère ceux qui se baladent en jet privé à ceux qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler, est aujourd'hui violemment confronté à l'irruption du réel. Et que voyons-nous? Que voyons-nous avec les Gilets jaunes comme ailleurs avec Occupy Wall Street ou comme avec Mohamed Bouazizi, ce jeune marchand de fruits qui déclencha les révolutions arabes en s'immolant de désespoir face à la vie chère? Que voit-on? Des citoyens qui disent « Pourquoi consentir aux règles communes, à l'impôt commun, puisque nous sommes oubliés de tous ?» Assez de ces élites hyper connectées entre elles, mais déconnectées de nous, qui ne comprennent rien à la réalité violente, à l'injustice sociale, fiscale, permanente, à la faim qu'elles nous imposent. Assez! Et l'image qui me vient est celle du fracking, cette technique de fracturation hydraulique, des élites voraces, prêtes à fracturer le sol, à l'abîmer, à l'épuiser pour épuiser leurs richesses, et qui s'étonnent de voir surgir en retour la flamme et l'explosion. Oui, comme l'a dit Yanis Varoufakis tout à l'heure, comme l'a dit avant lui Jamie Galbraith, ce qui se passe aujourd'hui dans nos rues, c'est que s'y retrouvent, avec toutes sortes de mots d'ordre, les enfants de l'austérité, les enfants du néolibéralisme, les enfants d'un monde dans lequel on casse les services publics, on casse le droit du travail, on exige de ceux qui peuvent le moins des sacrifices supplémentaires. Et je vais vous le dire, cette colère ne nous est pas étrangère, et je le dis aux Français, nous ne sommes pas à côté d'elle. Cette colère, nous l'exprimions déjà hier, nous l'exprimons encore aujourd'hui, dans nos diagnostics sans concession, dans notre exigence systématique de vérité, dans la radicalité des solutions que nous mettons en débat. Colère contre ce gouvernement qui fait passer les pauvres pour des feignants. Colère contre ce gouvernement qui fait passer les travailleurs pour des charges. Colère contre ce gouvernement qui fait passer les services publics pour des coûts et les Français pour des réfractaires au changement. Oui, nous sommes en colère, et depuis longtemps. Colère contre ce gouvernement qui fait de l'écologie un bouc émissaire alors qu'il y a urgence climatique. Quelle honte! Mais quelle honte d'avoir ainsi massacré ce qui est au cœur de notre communauté de destin. Quelle honte d'avoir ainsi opposé écologie et social alors que l'écologie, c'est le social. Aujourd'hui, en France, c'est le mépris qui est au pouvoir. Et je voudrais vous partager une lecture que j'ai faite hier d'un auteur que j'aimais beaucoup et dont j'ai lu La Tribune hier, un texte magnifique d'Édouard Louis. Et il dit aux gens bien nés qui réduisent le mouvement des Gilets jaunes à une horde raciste et homophobe, et il y a des racistes et des homophobes aussi dans ce mouvement, mais on ne peut pas le réduire à cela. Le peuple est dans la rue et il ne peut pas être réduit à cela. Et il disait, chaque fois que vous insultez un gilet jaune, vous insultez mon père. Et oui, je vais vous dire ce que j'ai ressenti en lisant ce texte. Parce que c'est parfois d'autres qui mettent des mots sur ce que vous ressentez. Oui, ces corps, ces voix qui n'étaient jusqu'ici que des ombres, font irruption dans l'espace public. Dans l'arène politique, au corps défendant de qui
de ceux qui monopolisaient la scène et la parole jusqu'ici. Et moi, je vais vous dire, j'ai vu et j'ai entendu le monde d'où je viens. J'ai vu et j'ai entendu le monde d'où je viens. Des femmes et des hommes au visage familier, des pudiques, des taiseux, des laborieux, qui aujourd'hui s'arrachent à la routine pénible de leur vie pour secouer quoi? Le joug de l'injustice. Le joug de l'injustice. Alors, parfois, c'est vrai, et notre responsabilité est de le dire, ils se trompent et de colère et de cible. La violence abîme leur mouvement et je la condamne sans réserve. Mais, et j'assume ce mais, je mets en garde ceux qui voudraient dissoudre le peuple parce qu'il ne leur plaît pas. L'idée que je me fais de la responsabilité de l'État, c'est de regarder en face ce mouvement, de comprendre, d'écouter, de dire ce que nous croyons juste et de répondre avec du respect et non avec des grenades assourdissantes à un mouvement social soutenu massivement par les Français. Mais la gauche, et nous ne serions pas à génération si je ne complétais pas ce que je viens de dire par ce qui va suivre. Mais la gauche doit aussi s'interroger sur ce que cette explosion de colère dit d'elle. De son vide, de son incapacité à incarner des mots d'ordre qui devraient être les nôtres. Rétablissement de l'impôt sur la fortune, meilleures conditions de vie, baisse des inégalités. Pourquoi tant de citoyens si nombreux ont-ils choisi de mener ce combat en dehors de la gauche? Sans elle, parfois contre elle. Parce que la gauche, elle aussi, a renoncé au réel après avoir renoncé à l'idéal. Et j'irai plus loin. La République vit une crise grave et on la vit presque heure par heure. Une crise grave parce que la gauche a disparu. Si elle vacille, si elle est unijambiste, c'est qu'il y a un scénario manquant aujourd'hui, celui de la gauche. Depuis 200 ans et le vote sur la mort du roi, notre pays débattait dans la clarté entre la droite et la gauche. Mais depuis des années, l'oligarchie et la technocratie ont chassé les idées du pouvoir, ont désidéologisé la politique pour asseoir leur emprise. Plus rien ne serait de droite ou de gauche. Tout serait efficace ou inefficace. Et la gauche s'est perdue à force de n'être que gestionnaire, supplétive des forces de conservation d'un système injuste. Regardons la réalité en face. Elle a préféré pour le pays la petite gestion à une grande ambition. Quelle défaite idéologique! Quelle défaite idéologique! Alors pas toute la gauche, allez-vous me dire. Bien sûr pas toute la gauche, sinon on ne serait pas là. Mais moi, je préfère regarder la réalité en face que de plonger ma tête dans le sable et de rester dans le déni en considérant que tout ce qui arrive n'a rien à voir avec ce qui a été fait avant, n'a rien à voir avec les mots qui ont été utilisés, n'a rien à voir avec les lois El Khomri qui ont désespéré le monde du travail, n'a rien à voir avec la déchéance de nationalité qui ont désespéré les citoyens, n'a rien à voir avec le CICE qui a détourné 40 milliards vers les entreprises et les dividendes, alors qu'ils auraient dû aller vers les salaires, les travailleurs et la transition écologique. Quelle défaite idéologique! Quelle défaite idéologique! Et j'espère que ceux qui doivent entendre cela n'ont pas les mêmes oreilles que M. Macron et qu'ils entendent que nous
Nous regardons la réalité en face. Les défaites idéologiques comme l'incapacité à avoir le cœur qui se soulève devant la montée de la pauvreté et des inégalités dans ce pays. Cette indifférence, elle a parfois été aussi dans les mots d'une certaine gauche. Alors, je devrais prendre garde quand même en disant tout cela. Parce qu'il suffit que je dise ce soir solidarité, il y a des commentateurs qui vont dire discours de Hamon ancré à gauche. Hein. Si je dis égalité, discours très à gauche de Hamon ce soir. Et alors si je dis fraternité, oulalalala, discours, mais alors très 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 à gauche de Hamon. Mais, et c'est le sens de notre mobilisation depuis des mois, des années, c'est le sens du combat que nous menons dans le printemps européen avec d'autres citoyens de gauche européens comme en France, pas seulement à Génération, dans l'alliance citoyenne que nous nous proposons de construire. Nous disons qu'il va falloir s'habituer à ce que nos mots reviennent dans le débat public. Et si ils ne s'y habituent pas, répétons-les inlassablement, car ce sont les nôtres, nous les chérissons, nous les aimons. Nous les portons haut, tous ces mots incroyablement absents du vocabulaire du président de la République. Solidarité, fraternité, égalité, hospitalité, laïcité, redistribution, justice fiscale et sociale, sécurité sociale, service public, respect de la fonction publique, congés payés, liberté syndicale, réduction du temps de travail, revenu universel d'existence. Portez-les, ces mots. Portez-les en bannière, en écharpe. Soyez-en fiers, imposez-les. Parce que vous imposerez avec ces mots l'idée du progrès. Et ne reculons plus, surtout pas maintenant. Surtout pas maintenant que des digues sont tombées. Ne reculons plus, ne cédons rien. Je voudrais vous livrer cette phrase extraite d'un livre bouleversant. Un livre bouleversant, Le Lambeau, écrit par Philippe Lançon, rescapé de Charlie Hebdo. Écoutez ces mots. Ce n'est pas parce que tant d'hommes sont des nullités égoïstes et vaniteuses que Nina va cesser d'aimer. Ce n'est pas parce que la gauche trahit le peuple que Nina va finir comme tant d'autres à droite. Il y a des millions de Nina dans notre pays, à commencer par cette salle. Des millions de Nina à ne pas vouloir laisser la déception de ces dernières années, des renoncements, des trahisons, recouvrir leur espoir du long manteau du découragement. Alors, devant le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, moi j'ai depuis le début refusé toute récupération. Parce que rien ne peut me paraître plus abject aujourd'hui en politique que l'empathie feinte, que le trucage de ceux et celles qui pensent toujours à leur petite pomme, à leur image et jamais aux réalités portées par ces hommes et ces femmes aujourd'hui qui protestent. Et face à ceux qui d'un côté créent la misère, Macron, face à ceux qui exploitent la colère, et ils sont nombreux, et cherchent à exploiter cette colère en chevauchant le tigre avec le seul espoir que ce tigre les conduise où ? À la place de Macron. Eh bien, notre responsabilité, celle de la gauche, elle est de proposer une vision d'avenir à ceux qui désespèrent, sans oublier aussi ceux qui espèrent. Le devoir de la gauche n'est pas de jeter de l'essence sur la colère. Si nous voulons vraiment l'après-Macron et l'après-Carbone, alors nous voulons remettre le progrès au pouvoir. C'est notre devoir, c'est l'espoir.
Dans ces temps troublés, il n'est qu'à voir la peur sur le visage de certains. Dans cette époque sans repère, où humanistes, droits de l'hommistes sont devenus des insultes au pays des droits de l'homme, parler d'espoir suscitera forcément des ricanements. L'espoir, cette affaire d'idéalistes, d'utopistes. Mais l'espoir, je veux vous le dire, c'est une force irrésistible. C'est ce chant, à nul autre pareil, qui montait des champs, justement, de coton dans le sud esclavagiste de l'Amérique, pour traverser l'Atlantique et se retrouver dans les machines à tisser des canuts lyonnais insurgés. C'est cette voix qui dit non à l'apartheid à travers les barreaux de la cellule 46-664 de Robben Island, celle de Mandela pendant 26 ans. L'espoir, c'est aussi la voix du crieur de Ménilmontant qui vendait l'humanité dimanche en osant dire « paix en Algérie ». L'espoir, c'est la couleur éclatante d'œillet brandi pendant la Révolution au Portugal. Et celle tout aussi vive du chiffon rouge couleur de sang que tant de compagnons de colère ont chanté à son époumoné. L'espoir, c'est cette clameur qui donne de la force aux faibles et qui intranquillise toujours ceux qui ne vivent que de l'oppression de l'homme par l'homme. L'espoir, celui que nous allons lever, c'est ce qui fonde notre commune humanité. Alors non, notre devoir, c'est surtout de ne pas le laisser disparaître, d'entretenir cette flamme dont parlait tout à l'heure Guillaume Balas, parce qu'aujourd'hui on en a besoin, non pas pour embraser la plaine, mais pour embraser le débat politique, pour illuminer le ciel, pour illuminer les têtes et ne pas les laisser s'obscurcir par toutes ces sales idées nauséabondes, cette guerre de tous contre tous qui aujourd'hui est en train de s'immiscer jusque dans le cœur et la tête de millions d'hommes et de femmes. Depuis des mois, je veux vous le dire, je sillonne notre pays à l'occasion du Génération Fraternité Tour. Et j'ai vu partout, justement, ces combattants de l'espoir. J'ai vu Cédric Héroux, dans sa ferme dans la Roya, avec des femmes, des hommes, des migrants, des Français. D'ailleurs, arrêtons de dire des migrants, des êtres humains unis en fraternité. J'ai vu, parmi tant d'autres visages, les sages-femmes et les parents de la maternité du Blanc, chassés par la gendarmerie, alors qu'ils demandaient tout simplement un service public de qualité, qu'ils payent les mêmes impôts qu'ici et qu'ils ont, eux, droit à 4 fois moins de services publics qu'ici. J'ai vu les incroyables militants d'Alternativa au Pays Basque, qui sont, comme ils disent, plus chauds que le climat. Et comme nous, ils se battent, ils inventent, ils expérimentent, ils proposent, ils espèrent. Ils sont debout, comme ceux qui y croient encore. Alors, ce soir, je veux leur adresser un message clair, mais aussi à toutes celles et ceux qui sont tentés de baisser les bras, ou ceux qui sont déjà résignés. Et ce message tient en quelques mots simples. L'espoir revient. Hope is back, ici et maintenant. L'espoir revient. Nous ne baisserons pas la tête. Nous ne baisserons pas la tête face au cynisme, au déclinisme, au nihilisme. Nous sommes là. Et je vous demande en particulier de faire entendre bruyamment toute votre fraternité, puisque j'ai commencé avec Primo Levi. Faire entendre bruyamment votre fraternité à Domenico Lugano, assigné à résidence par le fasciste Salvini, maire de Riace, qui, parce qu'il se battait pour accueillir dignement des migrants, est aujourd'hui assigné à résidence, donc emprisonné. Faisons entendre notre fraternité ici et notre espérance jusqu'au-delà des Alpes. Les fascistes mentent. Les fascistes mentent. Le choc des civilisations prédit par Huntington entre les cultures du monde n'aura pas lieu.
En revanche, au niveau mondial, il y a un choc. Ce choc entre les femmes et les hommes de progrès et ceux qui veulent nous entraîner dans la grande régression. Il y a dans la mondialisation, comme ici dans notre pays et en Europe, un combat entre les partisans d'un monde civilisé, régulé, les citoyens d'un monde soucieux du commun, du vivant, de la démocratie, épris de justice, et les tenants d'un monde barbare, sans autre règle que la guerre de tous contre tous. Ceux qui prônent l'humanisme face à ceux qui créent l'ensauvagement et le chaos. Ceux qui feront tout pour éviter l'effondrement écologique et ceux qui imaginent déjà comment en tirer des bénéfices. Il y a 100 ans déjà, capitalistes et nationalistes, main dans la main, jetaient l'Europe dans cette boucherie, cette guerre usinière dont parlait Blaise Cendrars, et jetaient nos arrière-grands-pères, dont les miens, dans l'horreur des tranchées. Eh bien, il recommence aujourd'hui. Il recommence aujourd'hui. Les nationalistes, les fascistes, les identitaires ne sont pas aux portes du pouvoir, ils sont au pouvoir. Ils sont là, dans le Brésil de Bolsonaro, où on tue les homosexuels et les transsexuels. Dans l'Italie de Salvini, c'est le couvre-feu ethnique pour les magasins tenus par les étrangers. En Allemagne, on organise des chasses aux migrants. En Hongrie, Orban traque les Roms. En France, Zemmour et Ramadan s'envoient des SMS chaleureux pendant qu'ils jouent la sinistre comédie sur tous les plateaux de télévision de la guerre identitaire qui amènera Le Pen au pouvoir. C'est l'internationale des carbo-fascistes, avec leur virilisme autoritaire ridicule. Ces gens qui détestent autant les libertés qu'ils combattent la transition écologique et les droits des travailleurs. Ce sont les escrocs du Brexit qui, après avoir jeté leur peuple dans l'impasse, délocalisent aujourd'hui leur colossale fortune dans des paradis fiscaux, bien sûr. Les populistes millionnaires, comme Trump ou Le Pen, qui n'ont que le mot peuple aux lèvres, mais qui le méprisent comme le méprisaient déjà les sophistes, ces démagogues prêts à tous les mensonges pour vous soutirer ou votre voix ou votre argent et que ridiculisaient déjà Platon ou Socrate. Dans cette situation historique dangereuse, à la fois un point de bascule pour le climat et point de bascule démocratique, nous ne pourrons pas compter sur les libéraux. Nous ne pourrons pas compter sur eux dans le combat contre les populistes d'extrême droite. Nous ne pourrons pas compter sur eux, sinon, contrairement à ce qu'il prétend, Emmanuel Macron n'aurait pas fait la politique de Salvini vis-à-vis de l'Aquarius et des migrants. Emmanuel Macron n'est pas l'adversaire de Salvini. Il n'est pas l'adversaire de Madame Le Pen. Il n'est pas un rempart. Il est aujourd'hui leur complice objectif. Il s'est montré indigne du mandat des Français au second tour de l'élection présidentielle, en traitant l'Aquarius comme Salvini et en faisant adopter la loi immigration-travail qu'ont voté les députés du Front National. Qui nous aurait dit que le Front National voterait les lois Macron quand celui-ci nous appelait aux urnes pour faire barrage à Le Pen? Je l'ai dit 100 fois et je le répète. Que moi j'y ai appelé, ça n'est pas grave. Mais que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, qui savaient qu'ils allaient payer plein pot à l'hôpital, plein pot au droit du travail, plein pot pour leurs impôts, ont voté pour éviter Le Pen et ils ont eu quoi? Et Macron et Le Pen. Et Macron et Le Pen. Sur les migrants, ça me désole à en pleurer. Mais oui, nous n'avons été ni à la hauteur de notre histoire, ni à la hauteur de notre Constitution, ni à la hauteur de la Déclaration des droits de l'homme, ni à la hauteur de tous ces discours qui nous arracheraient des larmes que nous faisait Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle au second tour pour nous demander d'aller sauver la République. Qu'en a-t-il fait le jour où il a fermé le port de Marseille, refusé le pavillon français à l'Aquarius? Qu'en a-t-il fait?
Qu'en a-t-il fait? Qu'en a-t-il fait quand il a refusé d'écouter? Quand il a refusé d'écouter ceux qui se plaignaient de la vie chère? Quand il a refusé de prendre dans les mains d'une retraitée en lui disant « Ne vous plaignez pas, il faut arrêter de se plaindre ». Oui, il a sali les principes de la République. Il a refusé d'être à la hauteur du mandat qui lui était donné. Alors on tente, et on va tenter encore de nous enfermer dans le match truqué, pipé, entre nationalistes et libéraux, comme l'an dernier. Un vote sondage, un vote chantage. Interrogez-vous d'ailleurs sur l'utilité de votre vote la dernière fois. Le fameux vote utile, en faveur de celui qui a gagné ou de ceux qui vous annonçaient être la plus belle des oppositions. Utile, hein? Non, ça n'a pas été utile. Parce que le vote sondage, c'est un vote chantage. M. Macron se présentait comme le nouveau monde. Mais il faut mettre un nom sur le mal qui nous ronge depuis 30 ans et dont il n'est que l'énième avatar. C'est la révolution néolibérale qui met notre société à bout de souffle et désormais à bout de nerfs. Il faut donc nommer, disséquer, extirper le problème. Avec ces stratégies de division, de mise en concurrence des travailleurs les uns contre les autres, c'est le système néolibéral qui conduit à l'éclatement social, qui prépare les esprits à quoi? Aux régimes autoritaires, avec son management qui opprime, qui déprime, qui finit par susciter le burn-out généralisé, la haine du voisin étranger ou qui jette les salariés contre les soi-disant assistés. Alors nous devons imposer le scénario qui manque, le scénario positif de la grande gauche écologiste et européenne, dans cette élection qui vient, où tout n'est pas écrit d'avance, comme on voudrait nous le faire croire. Nos propositions seront celles de la grande bataille idéologique, mais aussi celles du grand mouvement du parti de tous les jours de la vie que nous sommes, de l'alliance citoyenne que nous allons porter. Et je veux le répéter, je ne supporte plus, moi, la négativité qui contamine désormais toute notre démocratie. Allez chercher celles et ceux qui veulent à nouveau s'engager et voter pour. Vous vous souvenez? Voter pour. Et cette fois-ci, nous voterons pour quoi? Pour un Green New Deal, un New Deal vert, constitué d'un plan massif d'investissement pour la transition écologique. Pour un New Deal social, avec la mise en place d'un revenu universel européen financé par la BCE, parce que le nombre d'heures travaillées est en diminution sur notre continent, et pour un salaire minimum européen. Pour un New Deal fiscal fondé sur la justice, la lutte sans merci contre la délinquance et l'évasion fiscale, la contribution des GAFA pour financer la transition écologique, une taxe ambitieuse sur les transactions financières et un impôt commun sur les sociétés. Pour une agence européenne qui identifie et interdise les perturbateurs endocriniens présents dans notre alimentation et les produits de consommation. Pour un programme européen pour l'enfance, car la mortalité infantile augmente en Europe. Pour le congé parental partout en Europe, aujourd'hui voté par le Parlement européen, mais bloqué par qui? Par le gouvernement français. Pour inscrire le droit à l'IVG dans le marbre des traités et en faire une condition d'adhésion à l'Europe, comme c'est le cas pour l'abolition de la peine de mort. Pour une politique d'accueil des exilés et des réfugiés et la fin des accords de Dublin. Pour un renforcement de la législation européenne contre les lobbies. Voilà ce que nous voulons. Et pour cela, nous assumons la renégociation des traités. Il le faudra. Et nous serons d'autant plus exigeants que nous aimons l'Europe.
Nous ne disons pas qu'il faut renégocier les traités pour nous en servir de prétexte pour quitter l'Europe. Nous disons qu'il faut renégocier les traités pour faire l'Europe, et l'Europe démocratique. Alors oui, nous aimons l'Europe. Oui, nous l'aimons. Et je sais que c'est une phrase que nous ne sommes plus nombreux à oser prononcer. Et nous la prononçons avec passion, que nous aimons l'Europe. Cette Europe si souvent réduite à une idée abstraite et technocratique, elle est pour nous notre monde sensible, notre histoire. C'est le sourire de la Joconde, la démarche fragile et hésitante des fantômes en pyjama rayés sortant d'Auschwitz, mais aussi les mains de Kohl et de Mitterrand enlacées pour la paix. C'est aussi encore l'archer de Rostropovitch au pied du mur de Berlin ou le pinceau de Picasso immortalisant les martyrs de Guernica. Voilà ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est la plus incroyable union pacifique et démocratique de peuples, de langues, de religions, de cultures jamais inventée dans l'histoire. Et il faudrait jeter cela parce que les libéraux l'ont perverti. Il faudrait jeter l'Europe parce que les fans de la compétition entre individus ont créé quoi? La compétition entre nations. Mais nous disons coopération plutôt que compétition entre individus ou compétition entre nations. Coopération, quel magnifique mot celui-là. Coopération entre les peuples, coopération démocratique, coopération consentie. Mais c'est aussi dans cette époque de confrontation entre États-continents que nous avons besoin de l'Europe. Qui ne voit pas l'Inde, le Brésil, la Chine, la Russie, les États-Unis, que seule l'Europe est capable de s'affronter aux défis posés par ces continents États, que la seule échelle pour être une puissance de progrès dans le siècle à venir, c'est l'Europe. Que peut faire, honnêtement, que peut faire la France seule face au dérèglement climatique ou à l'emprise des GAFA sur nos vies? Que peut faire la France? Mais j'ai confiance que l'Europe, qui signifiait la paix pour nos parents, la promesse de prospérité pour ma génération, a déçu. Trop de citoyens ne considèrent plus qu'appartenir à l'Europe peut améliorer leur existence. Et c'est même souvent l'inverse. Ont-ils tort? Non, ils ont raison. Les plus jeunes, les générations nées après la chute du mur, ont besoin, et nous tous avec, d'une nouvelle frontière, d'un nouvel horizon commun, ce dont parlait tout à l'heure Salah Mokrane. Et comme Kennedy emmenant les Américains sur la Lune, nous devons nous mobiliser pour un objectif commun. Mobilisons-nous sur quoi? Et mobilisons les énergies européennes sur quoi? Mobilisons toutes nos énergies, nos scientifiques, nos ingénieurs, nos ONG, nos associations, nos entreprises, nos écoles, nos universités, les citoyens, vers le scénario écologique négawatt, c'est-à-dire l'économie décarbonée. C'est un bel objectif. La nostalgie d'hier, les solutions héritées du XIXe siècle et de la révolution industrielle ne peuvent pas être l'avenir décarboné. Nous avons un besoin vital d'Europe pour tenir tête à Trump, à la Chine et aux pétromonarchies du Golfe. Parce qu'il ne faut pas mentir avec l'illusion souverainiste. On ne changera pas le climat entre Lille et Marseille quand la moitié de la biodiversité mondiale est menacée de disparaître d'ici 2080. C'est une illusion. C'est une illusion. L'écologie, une écologie profondément sociale en rupture avec la folie libérale, une écologie qui redonne du sens au progrès, qui remet la science au service de l'humain selon le grand projet des Lumières. Voilà la nouvelle frontière européenne vers laquelle on doit mobiliser les citoyens de notre pays et de toute l'Europe. Voilà la grande idée que doit porter la France en Europe. Voilà le combat de la gauche écologiste ici pour faire à nouveau de notre pays un pays pionnier. Notre monde, et plus particulièrement notre continent et notre pays même, n'ont jamais compté tant de richesses, tant de savoir, tant de techniques, tant de penseurs, tant d'énergie, tout simplement tant d'êtres humains
qui peuvent nous permettre de nous en sortir si nous préférons la fraternité à l'égoïsme. Si le progrès social abat la domination des puissances d'argent. Parce que tout l'argent du monde ne nous achètera pas une autre planète où vivre, n'arrêtera pas les émeutes climatiques à venir, ni les conflits que le capitalisme fou porte comme la nuée porte l'orage. Voilà la réalité. Les prophètes de malheur, les marchands de colère vous disent « c'est fini, tout est perdu, tout s'effondre, chacun pour soi, pliez les Gaules, planquez-vous ». La haine pour l'autre et le marché pour tous. Nous vous disons, moi je vous dis, tout est possible si, à commencer par ici, chacun s'engage, si tous s'unissent autour de ce grand projet de société. Si l'on vous demande comment il s'appelle ce grand projet, répondez, c'est simple. C'est très simple. C'est la société du partage. Nous, la gauche écologiste européenne, nous sommes les partageux. Partage des richesses, partage de l'identité et des cultures, partage de l'écologie, partage des savoirs, partage démocratique du pouvoir. Voilà comment nous partagerons à nouveau un futur désirable. Le partage. De Pierre Mendès France, de Michel Rocard, mais aussi de Martine Aubry ou Henri Emmanuelli, de mon éducation politique comme de celle que m'ont donnée mes parents, moi j'ai appris une valeur, celle de la vérité. Alors je ne veux rien vous cacher ce soir. Le combat sera indiscutablement difficile. Ad Augusta per Angusta. En latin, vers les sommets par des chemins escarpés. Mais je veux vous dire mon autre conviction. Si vers des sommets et par des chemins escarpés, la bataille sera difficile, à la fin, nos passions positives l'emporteront, nos idées radicales s'imposeront, nos valeurs gouverneront. C'est le mot qui les effraie le plus. L'idée que les citoyens puissent, rendez-vous compte, reprendre le pouvoir qui leur appartient. Alors aujourd'hui, devant vous, avec vous, par vous, je m'engage une nouvelle fois, totalement, comme à chaque fois, en première ligne, car l'engagement pour la justice ne connaît pas de repos. C'est celui d'une vie. Je m'engage parce que je prends l'Europe, la démocratie et l'écologie au sérieux. Je m'engage avec l'Alliance citoyenne qui nous rejoint, nous enveloppe et nous porte déjà. Je m'engage parce que je veux l'unité de la gauche et de l'écologie politique dont je reste et resterai toujours le premier avocat et le premier artisan. Par conviction et par réalisme. Je m'engage parce que le compte à rebours climatique et le compte à rebours démocratique disent à toutes celles et ceux qui partagent déjà un projet commun, unissez-vous pour la gauche, pour l'écologie, unissez-vous pour le pays, pour la France, unissez-vous pour l'Europe, pour la planète, unissez-vous. Voilà ce que nous commençons ici, avec Yanis Varoufakis, avec le Printemps européen, avec Sarah, Salah, Aurore, Guillaume, Isabelle, Édouard, Éric et tous les autres. Avec vous, nous le disons sans cesse, mes chers amis, nous le disons sans cesse, nous ne croyons pas en l'homme providentiel. Et on a payé pour voir. Hein. Et on a payé pour voir. Nous ne croyons pas en l'homme providentiel, car les derniers occupants de l'Élysée peuvent en témoigner. Les victoires d'hommes providentiels finissent toujours en désastre présidentiel. Comme le véritable engagement écologique suppose la rupture avec le modèle libéral, le véritable engagement démocratique implique
aussi une rupture. La rupture avec les vieux appareils et surtout avec les institutions mortifères et étouffantes de 1958. Nous continuons à croire en l'intelligence collective, dans le souffle inspirant et irrésistible de l'intelligence citoyenne. C'est pourquoi nous avons ouvert nos listes si largement. C'est pourquoi nous participons au printemps européen aux côtés de nombreux mouvements citoyens politiques de toute l'Europe. C'est pourquoi, lorsqu'un jour prochain nous gouvernerons, notre premier acte sera donner la parole aux Français par référendum pour démocratiser radicalement ce qui deviendra la 6e République. Notre société sera une société du faire avec, du faire ensemble, de la coopération plutôt que de la concurrence sauvage, une démocratie de tous les visages et non d'un seul. Quand on aime la France, cette nation qui rayonne dans le monde, parce que, comme l'explique l'historien Patrick Boucheron, chaque nation, chaque idée, chaque mouvement du monde a justement un jour ou l'autre choisi la France pour rayonner et battre plus fort. Quand on aime la France donc, on ne peut pas la voir ainsi déchirée sans une souffrance intime, personnelle. Et moi, je ne m'y résigne pas. Et je vous dis, face aux petites épicières et épiciers de la colère, je suis plus déterminé que jamais à réconcilier notre peuple par la fraternité et par l'espoir. Et je sais que vous l'êtes aussi. Une force doit se lever dans ce pays et c'est la gauche qui peut rétablir la concorde dans la République. Alors, puisque ceux qui disaient « En marche » n'ont de cesse de laisser les citoyens au bord de la route, répondons-leur que nous marcherons toujours ensemble. Marchons ensemble et non plus séparément. Marche pour le climat et contre la vie chère, parce que notre écologie est sociale. Marchons ensemble, main dans la main, Françaises et migrants, solidaires dans une Europe dont la Méditerranée ne sera plus le cimetière. Marchons ensemble, lycéens frappés par ce pouvoir et enseignants méprisés par lui. Marchons ensemble et que se retrouve celui qui se sent oublié au pied de sa barre d'immeuble et celui qui se sent oublié au bout de son champ. Marchons ensemble, celui qui n'est rien, comme ils disent, et celui qui a peur de tout perdre. Marchons ensemble, toutes croyances, toutes origines, toutes générations confondues. Ne les laissons plus nous diviser, ne les laissons plus nous arrêter. Marchons ensemble, marchons ensemble, marchons ensemble. Et au bout du chemin, il y aura évidemment l'avenir, le progrès et surtout cette paix qui nous échappe, cette paix qui peut-être est en train de nous échapper, mais que nous voulons retrouver, celle entre tous les Français. Alors, en m'approchant de la fin de ce propos, je vais vous faire une confidence personnelle. Non. J'ai commencé, certains le savent, jeune militant, chez moi, dans ce Finistère. Où l'on aime beaucoup l'Europe. Où l'on aime d'ailleurs tant l'Europe, peut-être parce que c'est ce petit bout de terre, sur ce petit bout de terre, que naît cet immense continent et qu'il s'ouvre au monde. Et depuis cette époque où déjà le néolibéralisme ravageait les vies que tant ont données, à l'Arsenal, à Recouvrance, à Pont-à-Nézen pour les Brestois, où déjà nous devions affronter la violence de l'extrême droite, faisant le coup de poing jusque dans la rue Jean Jaurès, ce qui nous laissait des souvenirs, il m'en laisse encore. Depuis cette époque, donc, ma lecture de la politique et du monde ont changé. Certains font de la politique pour la gloire et il a pu m'arriver de ne pas échapper à cette griserie. D'autres se passionnent pour la politique des grandes idées et ça, c'est un goût que je partage avec eux. D'autres sont encore obsédés par le pouvoir. Et nous n'y voyons qu'un outil pour la société. Eh bien, je dois vous dire, si l'âpreté du combat ne m'effraie jamais, si au contraire, vous me trouverez
toujours en première ligne, c'est que je ne pense désormais qu'à mes filles. Aux miennes et à ce petit garçon, à cette petite fille, qui sont nées depuis le début de ce discours, dans ce monde si difficile, dans cette France qui désespère ou sur un bateau cherchant les rives de l'Europe dans la nuit. Je ne pense qu'à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Je pense à leur avenir, bien sûr, mais je pense surtout à leur jugement sévère si nous ne faisons rien. Le rôle des gouvernants, ça n'est pas de regarder le monde à hauteur de pavé, ni de le mépriser de leur hauteur soi-disant jupitérienne. Le rôle des gouvernants, c'est de regarder le monde à hauteur d'homme, à échelle humaine, comme l'écrivait Léon Blum dont la statue nous veille si près d'ici. Alors mes chers amis, à l'échelle humaine, voilà notre échelle pour changer le monde. Vive la gauche écologiste européenne, vive l'Europe, vive la France, vive la République et vive l'espoir. L'espoir revient, l'espoir est de retour. Merci à tous pour votre participation à ce meeting ce soir avec Benoît Hamon, avec Yanis Varoufakis, avec nos députés européens. N'hésitez pas à venir boire un verre dans le hall de ce cirque d'hiver. L'espoir revient, à nous d'entretenir la flamme. Il y a des tracts à récupérer pour celles et ceux qui veulent retourner les distribuer, pour celles et ceux qui veulent maintenant s'engager dans ce combat pour que l'espoir non seulement revienne, mais l'espoir perdure et l'espoir prenne de l'ampleur.
N'hésitez pas non plus à adhérer à Génération pour celles et ceux qui ne seraient pas encore adhérents. Et n'hésitez pas non plus à contribuer à cette belle campagne européenne qui s'annonce, à contribuer parce que cette campagne, évidemment, il va falloir la construire de façon ambitieuse. Donc vous pouvez faire des dons. N'hésitez pas à l'entrée dans le hall, à venir vous rapprocher des tables. L'espoir revient, l'espoir est de retour, l'espoir va perdurer, l'espoir on va le faire vivre.